C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. À la une ce soir, le vent de révolte qui souffle sur la Tunisie. Les manifestations se poursuivent à travers le pays. L'armée a été déployée dans plusieurs grandes villes. Le bilan des arrestations depuis le début de la semaine dernière s'élève à 600. À l'origine de ces protestations, la vie chère et les augmentations liées à la loi des finances 2018. Nous ferons le point avec nos équipes sur place dans un instant. Dans l'actualité africaine également, ce rapport des observateurs de l'Union européenne sur les élections au Kenya, un rapport très critique sur le scrutin présidentiel de 2017 qui pointe du doigt les responsables politiques, les accusant d'avoir nui au processus électoral. Et puis pour finir, je vous emmène à la découverte d'une communauté afro-caribéenne établie en Iran depuis des générations. C'est l'un de ses ambassadeurs culturels et qui est avec nous sur ce plateau pour en parler, Saïd Chanbezadeh, artiste et musicien. Il cultive et perpétue à travers son art l'héritage des ancêtres africains dans son pays. L'armée a été déployée ce jeudi dans plusieurs villes de Tunisie. La situation reste extrêmement précaire. Les manifestations contre la politique d'austérité qui ont démarré la semaine dernière ont fait un mort et le mouvement ne semble pas s'essouffler, même si la population est très critique face aux violences. Le point avec nos envoyés spéciaux Karim Yayaoui, Chris Moore et Mohamed Farhat. Yasminat Benarros est une ville dans la banlieue de Tunis. Elle a connu violence et dégradation. À la faveur de la nuit, des jeunes s'en sont pris à un supermarché ou encore à une banque. Alors du côté de la population, on comprend la colère de cette jeunesse, mais on condamne cette violence. Il y avait beaucoup de gens, certains qui jetaient des pierres, d'autres qui fouillaient. À ce moment-là, la police n'est pas intervenue. C'était vraiment la pagaille. Ensuite, certains ont commencé à attaquer une banque et à piller un petit supermarché. Tout ce qui se passe, les gens dans les rues, si on sort dans la rue, c'est parce qu'on est pauvre et qu'on n'y arrive plus. Tout est cher. Il faut comprendre, ce que dit le gouvernement sur les pillages est faux. Tout est faux. Dans le centre de Tunis, aux abords du théâtre municipal où on a l'habitude de manifester pacifiquement, on s'inquiète. L'inquiétude notamment du collectif Feshnestenau qui voit d'un très mauvais œil ces violences nocturnes qui pourraient discréditer le mouvement. Ça va nuire à notre mouvement, surtout si dans les médias on ne voit que ça. Donc, et on n'entend rien du tout sur les protestations, sur les horaires et tout, sur nos manifestations, sur les raisons de ce mouvement. 7 ans après la révolution, la crise économique est toujours là et un certain nombre de Tunisiens disent leur insatisfaction ou encore leur colère, souvent de façon pacifique. Mais même dans les violences que pratiquent certains, il y a un message adressé au gouvernement. On en vient au rapport des observateurs de l'Union européenne sur les élections au Kenya. 2 mois et demi après le vote, ils ont rendu leur verdict, un rapport final très critique sur le scrutin présidentiel de 2017. Ils accusent notamment les responsables politiques d'avoir nui au processus électoral. Nicolas Germain, avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Pour une fois, les observateurs électoraux de l'Union européenne n'ont pas présenté leur rapport dans le pays concerné. Le Kenya n'était officiellement pas prêt pour les recevoir. Sans doute parce que le rapport rédigé par la députée Marietta Schaake critique ouvertement le scrutin présidentiel de l'an dernier. Pendant tout le processus électoral, il y a eu beaucoup de décisions prises à la dernière minute, des changements de loi à la dernière minute ou des changements d'interprétation de la loi. Et puis il y a eu ce grand problème lorsque la Cour suprême n'a pas atteint son quorum pour décider ou non de reporter les élections. Du coup, de facto, la population s'est vue retirer ses droits. Les autorités kenyanes ont réagi très vivement. Le gouvernement kényan regrette que ce rapport ait été publié de manière non procédurale et prématurée. Schaake a personnalisé et instrumentalisé un outil dont le but est d'améliorer la gestion des élections. Le président Uhuru Kenyatta a remporté un second mandat en octobre, mais sa victoire initiale en août avait été invalidée par la Cour suprême. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait ensuite boycotté le deuxième scrutin. Plus de 90 personnes sont mortes lors de violences liées à l'élection, d'après des ONG des droits de l'homme. Dans son rapport, l'Union européenne préconise une réforme de la commission électorale et une amélioration du système électronique de transmission des résultats. La prochaine présidentielle au Kenya aura lieu en 2022.
Jacob Zuma, dans le collimateur de la Cour constitutionnelle, l'instance judiciaire impose au Parlement sud-africain de réviser sa procédure de destitution à l'encontre du chef de l'État sud-africain. Les députés se sont exécutés, même si cela a peu de chances d'aboutir, car même si certains voudraient voir Jacob Zuma démissionner, ce n'est pas gagné. Le chef de l'État n'a aucune intention de partir. Les précisions de Caroline Dumais. Divisé entre pro et anti-Zuma, l'ANC n'arrive pas à sanctionner son leader. La réunion très attendue du premier Politburo, les 80 membres du Conseil national exécutif, hier à East London, l'a prouvé. Le sort de Jacob Zuma n'était même pas à l'agenda. Le chef de l'État pourtant a violé la Constitution et la Cour constitutionnelle l'a rappelé. Dans un jugement le 29 décembre dernier, elle impose même au Parlement de mettre en place une procédure d'impeachment. Les députés ont été accusés d'avoir failli à leur devoir. Alors ils planchent depuis 2 jours ici au Parlement pour mettre en place un texte adéquat. Ils espèrent finaliser le projet d'ici fin février. Il faut encore que ça passe par le comité des procédures et que ce soit adopté par l'Assemblée nationale. Mais on a l'impression que le Parlement accélère vraiment les choses pour mettre tout ça en place. Ce qui est intéressant dans la réunion que nous avons eue mardi, c'est que pour la première fois, il y a eu un certain consensus. Tous les partis politiques estiment que la procédure de destitution doit être revue et affinée en accord avec ce que la Cour constitutionnelle a stipulé. Pour les spécialistes de la Constitution sud-africaine, l'exercice pourrait durer plusieurs mois. La Cour constitutionnelle n'a donné aucune limite de temps et le texte pourrait servir à Jacob Zuma, mais aussi à tous ses successeurs. Elle était la plus sénégalaise des Françaises. La chanteuse France Gall, décédée dimanche des suites d'un cancer, vivait une partie de l'année sur l'île Ngor face à Dakar. Femme engagée, elle s'est beaucoup investie dans son pays de cœur. Notre correspondante Sarah Sako est allée à la rencontre de ceux qui ont un jour croisé son chemin. Reportage. Nulle part ailleurs, je ne pourrais rentrer chez moi en 3 minutes en pirogue, disait France Gall en parlant de Ngor. La chanteuse passait plusieurs mois par an sur cette petite île face à Dakar. Au bout d'une ruelle serpentée, elle y avait une maison. Plus qu'une célébrité, France Gall était ici une voisine, une amie. Elle avait ses habitudes chez Sec, l'un des restaurants de l'île. Chaque fois qu'elle venait en vacances, la première semaine, elle a consacré pour elle dans sa maison. Elle sortait presque pas pour se reposer. Après, elle sortait, elle a dit bonjour à tout le monde. Et ça, c'est un signe de respect et de considération, parce que nous la considérons comme ça. Aujourd'hui, c'est une grosse perte pour nous. France Gall était très appréciée des habitants. Tous décrivent une femme gentille, discrète et généreuse. Abdoulaye Diallo, artiste peintre, est un ami de 30 ans de la chanteuse disparue. Ensemble, ils avaient créé l'association des Amis de l'île de Ngor. France n'hésitait jamais, chaque fois qu'elle venait au Sénégal, d'acheter beaucoup d'instruments de musique. Et le soir, alors que tout le monde est rentré, et réunir monsieur tout le monde, partager son petit repas avec ce monsieur tout le monde. Elle manquera aux jeunes du village, elle manquera à l'île, elle manquera tout simplement à l'humanité. France Gall s'est beaucoup investie au Sénégal, particulièrement dans cette commune de Ngor. Cette école maternelle, située côté continent, lui a dédié un bâtiment après que la chanteuse a financé plusieurs salles de classe. Le personnel conserve un souvenir ému de l'artiste. Elle aimait trop les enfants. En la voyant à la plage, quand elle quittait l'île, arrivée à la plage, tous les enfants couraient la voir. Parce qu'elle était tendre avec elle, avec les enfants. Elle était gentille, généreuse. Et nous regrettons beaucoup. Mais c'est la volonté de Dieu. Il y a 30 ans, France Gall rendait-elle hommage au Sénégal, son pays de cœur, en interprétant Babacar, l'une de ses chansons les plus célèbres. Une pensée aujourd'hui à notre regretté rédacteur en chef Jean-Karim Fall. Il nous a quittés en mai dernier, laissant derrière lui un grand vide. Nous pensons tous les jours à lui, particulièrement au Journal de l'Afrique, un rendez-vous quotidien que Jean-Karim a voulu, auquel il a activement participé, un rendez-vous pour ce continent qu'il a tant aimé et couvert. Aujourd'hui, en présence de sa famille, le studio d'où nous émettons ce journal tous les jours à la même heure a été rebaptisé studio Jean-Karim Fall.
Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une communauté africaine et même africaine en Iran, dans le sud du pays. Son histoire est liée à celle de l'esclavage dans cette région du monde, pratiquée du XVIIIe au XXe siècle. Qui de plus indiqué qu'un artiste pour nous parler de cette communauté? Avec nous sur ce plateau, Saïd Chanbezadeh, membre de cette communauté et musicien. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous parler de ses origines africaines, cette communauté africaine en Iran. En fait, cette communauté, je suis un des personnes de cette communauté, on ne savait pas exactement que nous, on est descendants d'Afrique et nos ancêtres c'était les Africains. Parce que si on dit à un Iranien, un noir iranien que tu es africain, c'est un insulte en fait. Et moi, j'ai pensé comme ça, comme tout le monde. Mais après, en 2001, je suis venu en France, j'ai rencontré les danseurs, les grands danseurs africains dans la compagnie de danse qui s'appelait la compagnie de José Montalvo et Dominique Hervieux à l'époque. Avec José Montalvo, et quand j'ai travaillé avec ces danseurs, j'ai compris qu'il y a des choses qui ça rassemble de notre culture. Mais notre culture, c'est la culture d'un quartier dans le sud d'Iran, s'appelle Behbahani, quartier de Behbahani. Il y a la plupart des Noirs dans cette ville, ils habitent là-bas. Et j'ai dit, peut-être on est africain, mais on ne sait pas. Parce qu'en Iran, le système, c'était que si tu oublies ton passé, tu es bienvenu dans le système de culture. On était tous fils de Darius, de Cyrus, Ariane, Perse. Et après mes recherches, j'ai compris que non, je ne suis pas perse, mais je suis iranienne. Mais je suis noire iranienne et moi, j'ai les racines africaines et ma musique, c'est un grand prof. Et justement, comment s'exprime cette culture à travers votre musique? Comment vous exprimez cette origine africaine à travers votre musique? En fait, c'est très simple. D'abord, cette musique, qui s'appartient à un quartier dans le sud d'Iran, s'appelle Behbahani, ça ne se joue pas ailleurs. Même dans notre ville, c'est la spécialité de ce quartier. Mais ce quartier, c'est comme de diamants de Boucher. C'est le quartier ancien. C'est exactement comme notre grande arrière qui s'appelait Diamant, un noir, parce qu'un esclave noir en Iran, ça coûtait cher. Pour ça, il s'appelait Diamant, Boulour, cristal, Jawahir, l'heure. Et ça, c'était le prénom de noir esclave en Iran. Et ça, dans la musique, on le voit parce que personne ne danse pas pendant le funérailles en Iran. Dans notre quartier, on danse pour le funérailles. On danse dans la cérémonie religieuse. On utilise même les instruments qu'ils ont ramenés de l'Afrique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau? Par exemple, cet instrument s'appelle bourg. Ça, ils ont ramené de l'Afrique, mais je refabriqué. C'est le corne de koudou à la base. Un animal qui ça existe en Afrique. Et par exemple, ça, c'est un instrument religieux. Allez-y, on vous écoute. Et vous avez aussi, je crois, un autre instrument qui ressemble à une cornemuse. Ça s'appelle comment en farsi? C'est néanbal. Ça, il a fait le mariage entre la musique iranienne et la musique africaine. Il a le lam. C'est le lam. Le rythme africain, mais le visage iranien, parce que c'est un instrument qui vient de Mésopotamie. D'accord. De 5000 ans avant le Jésus-Christ. On vous écoute.
Merci beaucoup Saïd Chanbezadeh pour ce magnifique morceau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue avec Aude Le Christ. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Comment une simple fracture peut avoir conduit un footballeur américain à la morgue? Quel lien existe-t-il entre un mal de dos et l'une des pires drogues du monde? Les réponses se trouvent dans un antidouleur massivement prescrit par les médecins. Enquête aux États-Unis, où les opioïdes sont devenus la première cause de mortalité des moins de 50 ans. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.